Voilà, on ne présente plus Jean Gano. Jean Gano, qui est documentaliste et juriste et documentaliste freelance, et qui va nous entretenir maintenant de l'archivage numérique, quelques règles de conformité. Je te laisse la parole, Jean. Merci. Alors, comment vous dire? On va faire très court. Je suis juste en train d'évoquer quelques réflexes que vous devez avoir sur la conservation. Alors, s'il s'agit de données que vous conservez, vous, personnellement, chez vous, dans le secret de votre ordinateur, en le fermant à tout le monde, a priori, la seule chose que je puis vous dire, c'est que ça va durer quelques instants. Ça tiendra ce que ça tiendra. Il y a quelques impératifs techniques. Le jour où votre disque dur plante, enfin bref, ça ne va pas forcément. Mais ça permet de sauver les meubles. Un temps. Maintenant, tout va se compliquer et se compliquer très vite dès que vous allez envisager de partager ce que vous conservez. À partir du moment où vous envisagez de l'ouvrir à d'autres personnes, les ennuis commencent. Parce qu'il y a un certain nombre de choses. Alors, il y a des impératifs techniques, il y a des impératifs juridiques à prendre en compte. Les impératifs techniques, Madame Alonso en a fait une certaine belle présentation, je trouve. J'y ajouterai un impératif. Vous devez avoir quelque part la description extérieure de ce que vous conservez. C'est-à-dire, vous devez savoir ce que vous conservez et vous devez savoir quel est le format technique que vous conservez et notamment vous mettre des systèmes d'alerte pour vous dire attention, je conserve tel type de données sous tel type de format, mais le problème, c'est que le format peut un jour devenir tellement obsolète qu'aucun lecteur ne le lira. Donc, il y a à prévoir des modalités de conversion. Alors déjà, utilisez des formats de conservation standards pour vos données, dire Word, PDF ou autre, et dites-vous bien qu'un PDF n'est pas lisible ad aeternam. C'est tout le problème des habitudes qu'on a prises avec le papier. Avec le papier, mis à part la qualité du papier, qui globalement affecte des fonds qui ont plus d'un siècle, bon, un siècle, c'est pas très long du point de vue de la conservation du papier. Un siècle du point de vue informatique, c'est quasiment l'éternité. Personne n'est capable en l'état actuel de pouvoir prédire ce que seront les formats électroniques dans un siècle. Déjà dans 10 ans, on ne sait même pas comment ça va être. On ne sait pas si ça va être enregistré sur le dos d'une coccinelle ou dans un ficus, puisque maintenant, on s'intéresse aux biomémoires. Bon, vous voyez, tout ça est complètement... Donc, ce qui veut dire que votre format électronique, il faut que vous sachiez ce qu'il en est et que vous mettiez des systèmes d'alarme en disant, tiens, attention, tel fond, il faudrait peut-être que j'envisage. Donc, ça suppose une certaine expertise technique. Voilà, première chose. Et donc, ça concerne tous vos fonds électroniques, hein, quels qu'ils soient. Bon, passons aux problèmes juridiques, qui sont parmi les plus graves. Alors déjà, on va considérer que la chose dormante la plus dangereuse, j'aurais tendance à dire si je garde la conservation d'autres types de biens, la radioactivité puissante et dangereuse de données de conservation, c'est les données personnelles. Car le simple fait de les conserver peut déjà vous valoir quelques ennuis. Donc, si vous êtes dans une structure suffisamment importante pour avoir dans ces acteurs un DPO, rien ne s'organise, vous le mettez sous l'autorité de savoir ce que vous devez faire sur les données. Et la seule façon de retirer la radioactivité données personnelles, c'est anonymiser en tant que faire se peut. Bien, autant que faire se peut. Mais clairement, sinon, faire toutes les déclarations possibles à la CNIL, enfin, faire toutes les démarches pour éviter qu'il y ait une quelconque contestation. Et il y a toujours
il peut toujours y avoir quelqu'un qui ait la mauvaise idée de signaler que quelque part dans un endroit, dans telle entreprise, il y a des données personnelles qui sont conservées alors qu'elles ne devraient pas l'être et que ce n'est pas en règle. Hein. Je ne dis pas qu'on est retourné au 39-45 avec dénonciation à la commandanture, mais voilà, c'est dommage de se mettre en danger pour ça. Donc, à la limite, et si vous pouvez éviter de conserver des documents avec des données personnelles, bah, évitez, hein, ça c'est clair. Voilà. Et attention, parce que on considère très, très, très vite qu'il y a des données personnelles. Voilà. Donc, il faut un petit peu se renseigner sur le sujet et vérifier. Sinon, voilà. Après, il y a les problèmes de droit d'auteur. Alors ça, comme vous le savez, a priori, hormis pour des données qui sont mises par des acteurs publics à la disposition du public avec des règles d'autorisation de téléchargement pour des œuvres étant tombées dans le domaine public, en dehors de cette situation, pour le reste, tout téléchargement qui ne fait pas l'objet d'une négociation avec l'ayant droit, c'est les ennuis qui commencent. Alors, les éditeurs, et nous les en remercions, et les acteurs privés sont la plupart du temps d'une grande tolérance. Bon, ça étant pour garder les clients, c'est vrai que si vous attaquez toutes les 5 minutes vos clients parce qu'ils ont gardé des données couvertes par le droit d'auteur en venant leur dire que vous allez leur faire des procès, vous ne paraissez pas comme un acteur commercial convivial. Bon, c'est vrai. D'un autre côté, il ne faudrait peut-être pas trop abuser non plus. Alors, d'autant qu'il y a toujours moyen de s'entendre et que la plupart du temps, un éditeur juridique peut parfaitement comprendre si vous dites je vais conserver et dématérialiser vos fonds de telle année à telle année qui ne font plus l'objet d'aucune action commerciale. S'il est intelligent, il ne vous envoie pas immédiatement un devis de 14 millions en vous disant bon, c'est ça, c'est le tarif unique. Hein, voilà, vous me payez ça et c'est bon. Bon, généralement, on arrive toujours à trouver des amodiations. Attention, pour combien de temps? Là aussi. Hein, généralement, c'est des formules renouvelables. Les œuvres, alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est que entre nous. Hein, alors, je sais bien que vous allez me dire, il y a l'exception dite de l'usage privé du copiste. Je rappelle que comme c'est une exception à ce qui peut se qualifier d'une infraction, on est en droit pénal, donc nous sommes dans le cadre d'une interprétation restrictive de la notion d'exception. Bon, pour ceux que ça intéresse, il y a une très très bonne thèse qui a été écrite dans une période extrêmement courte, 40 ans, c'est rien, sur l'exception au droit d'auteur. Et ça fait l'objet d'articles réguliers. Le numérique a apporté une réflexion sur les exceptions au droit d'auteur. Enfin, dites-vous bien qu'à partir du moment où vous partagez des archives numériques avec un public de 400-500 personnes, l'exception de copie privée, elle est flageolante. Hein. Elle est même très pâle. Donc, par mesure de sécurité, il vaut mieux aller discuter avec les personnes concernées. Voilà. Les œuvres orphelines. Alors ça, c'est toujours drôle parce que les œuvres orphelines, on vient vous dire, bah, il n'y a pas d'auteur. L'auteur n'est plus là. Il a disparu, il n'est plus accessible, il est dans un espace où on ne parvient pas à lui écrire. Très bien. Déjà, ce n'est pas les auteurs qui nous intéressent dans le problème de droit d'auteur, c'est les ayants droit. Donc, dès qu'il y a un ayant droit identifié qui peut venir dire qu'il est en charge de la commercialisation des droits liés à l'œuvre, des droits d'exploitation, alors, vous pouvez toujours faire vérifier qu'il n'est pas en train d'essayer de vous monter une carabistouille. Ça, c'est normal, c'est la base, et de vous escroquer. Mais parfois, on s'aperçoit qu'effectivement, la personne est titulaire des droits d'exploitation. Alors, pas du droit moral, mais du droit patrimonial, et ça suffit à vous amener quelques soucis. Donc, voyez, et quand bien même il n'y a pas d'ayant droit. Oui, mais il y a un autre problème, c'est quelle est la personne qui l'a mis en ligne, et notamment par quels moyens. Je rappelle que les gens qui commercialisent des bases de données
ont un droit d'auteur sui generis, qui est le droit de propriété intellectuelle des titulaires de bases de données. Donc là aussi, vous pouvez parfaitement vous faire embêter au titre de l'exercice de ce droit. Donc c'est pour ça que pour qu'une œuvre soit, alors là je passe sur le contrôle notamment de François qui doit connaître ça encore mieux que moi, mais et des juristes qui sont dans la salle, mais une œuvre orpheline, vraiment, si un vague truc écrit par un écrivain anonyme que personne ne retrouve, sans famille aucune, numérisé par la BNF et mis en ligne avec marqué en grosses lettres, comment dire, vous pouvez recopier ce document et le partager. Bon, en dehors de ça, et encore, je rappelle que même les documents qui sont mis en open access dans des répertoires ouverts comme HAL ou autres, il y a des conventions Creative Commons qui sont attachées à ces documents qui définissent le mode de réutilisation possible. Et en fait, n'importe quel document couvert par le droit d'auteur, quel qu'il soit, votre obsession, c'est quelles sont ces conditions de réutilisation.